Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Moi c'est Armand et aujourd'hui on va faire de la voiture sans vraiment parler de voiture puisque le sujet du jour c'est la photo. Et l'idée c'est de vous partager des astuces pour capturer des bons moments de vie, garder des souvenirs. Et avec l'automobile, je trouve que la photo va de pair puisqu'avec la voiture, on peut voyager loin, on peut vivre des expériences, rencontrer des gens, découvrir de nouveaux paysages et surtout tout capturer dans un appareil photo. J'ai pas la prétention d'être un photographe, je pense que je suis un amateur éclairé, je m'amuse, je vois des photos de gens super talentueux sur les réseaux, j'essaie de puiser et de reproduire comme je peux ce qu'ils font avec mes idées parfois et c'est un petit peu ça l'idée de la photo et faire de ces souvenirs de beaux objets à afficher sous un cadre, dans un album ou juste sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes là pour la photo, vous n'en avez sûrement rien à faire de ce qu'il y a derrière, mais si vous aimez la bagnole depuis tout à l'heure, vous devez être en mode qu'est-ce que ça fait là, dans cet atelier. Deux M5, une M5 E34 qui est la seconde génération de la M5. Dans mon cœur, c'est la première et la dernière M5 tente d'écrier la G90. Entre deux exercices photo, on prendra la route avec et on verra ce que ça donne. Ici, c'est des bonnes bagnoles pour aller se promener et faire des balades photo entre potes. Et du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est y aller graduellement. On va commencer avec les réglages de base, puis avec tout ce qui est cadrage et composition de la photo. Et à la fin, on s'amusera un petit peu à aller plus dans les détails, essayer d'élaborer des techniques pour avoir des photos qui sont plus belles visuellement, presque artistiques. On peut mettre le nom qu'on veut dessus, juste des photos qui claquent. En photo, il y a des réglages de base et ça va être la première partie la plus dure. Accrochez-vous, c'est Space Mountain. On va essayer de rendre ça simple. Pour ça, je vais essayer d'être pédagogue et de vulgariser au mieux. De toute manière, c'est pas très compliqué. On a trois réglages de base, les ISO, l'obturation, autrement appelée la vitesse. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Et on va avoir l'ouverture. Ces trois réglages forment le triangle des Illuminati. Non, le triangle de l'exposition. Ces trois réglages vont permettre de faire en sorte que votre photo soit plus ou moins sombre ou claire et influe aussi sur d'autres dynamiques de votre photo. C'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué. Accrochez-vous, ça dure que 2 minutes et dans 2 minutes, vous allez y voir beaucoup plus clair. Yo, c'est le Armand du montage. Les 4 minutes qui suivent sont assez théoriques et si tu préfères apprendre avec de la pratique, tu peux carrément t'aider du chapitrage pour passer cette étape. Si vraiment t'as envie de comprendre comment fonctionne la photo, accroche-toi, reste avec nous. Les bases, c'est les bases. On va commencer avec le premier réglage que vous devez faire quand vous êtes dans une situation où vous voulez prendre une photo, c'est les ISO. C'est la sensibilité à la lumière. La photo, c'est ça, c'est faire rentrer de la lumière sur un capteur ou sur une pellicule. Pour ce faire, vous allez avoir différents réglages. Sur les appareils modernes, vous allez avoir des réglages entre 50 ISO et beaucoup trop, comme la puissance de la nouvelle M5. En gros, les ISO, vous allez entre 50 et 200 ISO. Ça va être pour de l'extérieur, ensoleillé, plus ou moins ensoleillé. Ensuite, vous allez pouvoir monter en ISO. Allez, admettons, à 400 jusqu'à 800 ISO. Ça va être pour de l'extérieur en fin de journée ou des photos à l'intérieur. Au-dessus, ça va être vraiment la nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez avoir une sensibilité à la lumière élevée, plus vos ISO seront hauts, plus votre photo sera dégradée. Vous allez avoir l'apparition du grain ou du bruit. C'est vraiment, vous savez, ce qui fait un petit peu la magie des vieux films ou des photos argentiques. Donc l'idée avec les ISO, c'est toujours de l'avoir le plus bas. Mais quand ça commence à bloquer avec les autres réglages, on les monte. Ensuite, on a l'ouverture. L'ouverture, c'est la manière dont on va faire rentrer la lumière dans l'appareil photo. Le plus simple, c'est de dissocier l'appareil de l'objectif. Et vous voyez que quand je tourne cette bague, à l'intérieur de l'objectif, on voit un diaphragme qui s'ouvre ou qui se ferme. Plus il est ouvert, plus on va faire rentrer de lumière. Plus il est fermé, moins il y a de lumière qui rentre. Ça va forcément influer sur l'exposition, mais ça va aussi influer sur votre profondeur de champ. La profondeur de champ, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux flou d'arrière-plan que tout le monde aimerait avoir sur ses photos. L'idée, ça va être de détacher le sujet de l'arrière-plan ou de mettre en valeur un arrière-plan avec un sujet flou en premier plan. L'ouverture, elle se caractérise par la lettre F et derrière un numéro ou un chiffre. Par exemple, F18 ou F11. Plus le chiffre sera bas, plus l'objectif sera ouvert, moins vous aurez de profondeur de champ. À 1,8, il y a du flou. À F11, il n'y a pas de flou. Et enfin, le réglage qui peut sembler bâtard, l'obturation, qui est en fait la vitesse. Vitesse.
La vitesse, ça va être le temps que vous donnez à la lumière pour aller au capteur. Par exemple, si on règle assez vite, à par exemple 1 millième, la photo se prend très rapidement. Mais si on règle à, admettons, 4 dixièmes de seconde, ça va être beaucoup plus lent. Plus on est lent, plus on fait rentrer de lumière, plus la photo est claire. C'est un peu le même principe que pour l'ouverture. La vitesse, je vous déconseille de descendre en dessous 1/40e. En dessous ça, il faut vraiment retenir son souffle pour pas avoir la fameuse vibration. Ensuite, au-dessus en vitesse, vous pouvez y aller, sauf si vous voulez commencer à faire des effets, etc. Mais évitez de descendre en dessous 1/40e sans trépied, ou c'est plus compliqué. J'espère que je vous ai pas perdu. Et pour résumer, on a 3 réglages. Les ISO, c'est la sensibilité, c'est le premier réglage que vous faites quand vous arrivez sur un spot. Ensuite, vous regardez votre ouverture en fonction de ce que vous voulez prendre en photo. Et après, vous regardez que vous n'êtes pas trop descendu en vitesse. Je dois vous avouer que je suis un petit peu effrayé à l'idée de vous avoir perdu avec tout ce triangle des Bermudes entre les ISO, l'exposition et l'obturation. Du coup, je pense que pour s'aérer, il fallait qu'on prenne le volant d'une des deux M5 et mon cœur est allé tout de suite à la E34. Je piaffais un peu d'impatience d'essayer une E34. C'est celle qui a toute la maternité de la lignée des M5 et c'est la première M5 de la génération que j'appellerais des BMW modernes. La E34, elle est marrante parce que la M5, c'est un peu ton pote Ben en soirée qui se ramène toujours avec un +2. Ça commence avec le E34, 6 cylindres en ligne. Puis après, il y a eu la E39 V8. La E60 V10, toujours 2 de plus. Puis on lui a dit hey, calme-toi mec, on va pas régaler tous tes potes. Ils sont revenus au V8, biturbo, hybride. Mais je pense que le plus beau moteur que la M5 a eu, c'est ce S38. C'est le moteur qui est dérivé de la M1, première BMW Motorsport. Et le M88, c'est le nom du moteur, ça va être un petit peu nerd, je suis désolé, mais des moteurs que j'apprécie beaucoup. La M1, elle abrite vraiment un moteur de course. Et savoir que dans la M5 E34, le nom de code du moteur, c'est le S38. Ici, en 3,8 litres, la version la plus ultime, 340 chevaux. Pour l'époque, c'est incroyable. Mais encore aujourd'hui, 340 chevaux. C'est incroyable comme moto. Ce moteur-là, c'est le meilleur moteur que BMW a fait. 24 soupapes, double arbre à cam en tête, dans une grosse berline faite pour tailler l'autoroute. Je sais pas si ça a du sens, mais ils ont inventé un segment. Et franchement, c'est très très kiffant. Et si sur l'histoire, déjà, cette voiture, elle est intéressante, je vous jure qu'elle donne chaud à conduire. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment hyper analogique comme voiture, c'est chouette. Et vous verrez sur la chaîne, je suis plutôt piqué série 3, j'aime les petits gabarits, c'est beaucoup mieux à emmener sur des petites routes. Là, on sent que c'est une autoroutière. Mais on sent aussi qu'il y a tous les gènes de BMW. On est obligé de faire du talon pointe, ça reprend bien. Il n'y a pas besoin de taper dedans. Je sais pas ce qu'il a ce moteur, mais le son qui dégage, je pense, c'est une histoire de fréquence. Ça me prend au trip. Ça me transperce le cœur. Je me répète, c'est le meilleur moteur que BMW ait conçu. Mais le sujet de la vidéo, c'est pas forcément l'essai de la M5, c'est la photo. Et je pense qu'on va pas trop avoir le choix que de retourner à nos moutons et mettre en pratique ce qu'on a déjà vu en théorie à l'atelier. Maintenant qu'on a essayé la E34 et qu'on a vu que c'était vraiment une folie, il est temps de revenir à la théorie, ou plutôt la mise en pratique de la théorie qu'on a vue jusqu'avant. C'est la partie la plus barbante de la vidéo parce que c'est les bases, mais vous n'avez pas le droit d'oublier les bases. Simple. Alors, ici, je mets en route cette caméra. On voit qu'on a une photo qui va pas du tout, alors qu'on a deux voitures ici qui sont plutôt bien exposées. On a le sunset et ça régale. Le premier truc qu'on peut voir par rapport à ce qu'on a vu, mettez-le en commentaire si vous l'avez vu avant que je le dise, c'est les ISO. ISO 2000, ça fait une sensibilité à la lumière qui est vraiment trop forte. Et vous voyez que si on descend les ISO, déjà, on va récupérer une exposition plutôt correcte. Là, ça commence à être pas mal. J'ai une bague d'ouverture, on en a parlé juste avant, qui va me permettre, vous voyez, quand je bouge la bague, de jouer sur l'exposition. Moi, là, ce que je veux, c'est avoir les deux voitures nettes. Mais si je voulais que la E34, vous pouvez voir le point jaune, c'est ce qui est focus. Là, il n'est pas fait, donc c'est bon. Je vais fermer un peu pour être sûr que les deux soient nets. 5, 6. Et là, on est bon. On a une vitesse à 1/40e, on est sur un trépied. On pourrait descendre, mais en réalité, il faudrait mieux être au-dessus du 60e. Et là, je pense que la photo, elle est pas trop mal. Ce qu'on n'a pas vu, je me suis un petit peu enflammé, c'est la profondeur de champ. Typiquement, là, on voit que les deux voitures sont complètement floues. Et admettons, bon, ça serait plutôt logique que la E34 qui soit au premier plan soit nette. On peut voir que derrière, la G90, elle va être plus floue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ici mon objectif. Bon, donc là, je vais être trop sombre. Solution, je peux monter en ISO, déjà, de 1, vu les conditions.
et descendre en vitesse parce que j'ai mon trépied. Et là, j'ai une photo correctement exposée. Ça fonctionne aussi. Et là, vous vous dites, ouin, coucher de soleil, c'est terminé. Parce que c'est vrai que, surtout à cette période de l'année, il descend vite. L'automne, c'est plus lent, mais c'est plus tôt. Donc, tu es toujours au travail, c'est pénible. Là, ce qui se passe, c'est qu'il est couché. Et on commence déjà à avoir des belles lumières. Mais il arrive que des fois, il fait un peu nuit, surtout en plein été. Il faut attendre 10 minutes. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Parce que je pense que dans 10 minutes, on a le jaune des colzas, le bleu des 2M5 et le rose du ciel. Ça va être faire une couleur incroyable. Retour à l'atelier, ça ne veut pas dire qu'on va encore passer un mauvais moment avec le triangle des expositions. Là, on va parler de cadrage et de composition. Alors, il y a des termes techniques et un vocabulaire certain. Je les ai pas forcément, je vais vous l'exprimer avec mes mots. Je trouve que le cadrage et la composition, c'est quelque chose de très personnel. Je pense qu'il y a quand même deux grandes lignes à suivre pour être sûr de réussir sa photo à tous les coups. On regarde ça ensemble. On retourne au tableau. Ça, c'est plus qu'un mauvais souvenir. Et les deux règles principales, le choix de votre focale et la règle des tiers. Et la focale, ça va se caractériser sur vos objectifs par le fameux 20 mm, qui va être un plan plutôt large, 50 mm, ce qui se rapproche le plus de ce qu'on voit nous avec nos yeux, 70 mm, ça va être beaucoup plus serré. Et après, au-dessus, on va avoir des 200 mm, des 500, des téléobjectifs. Pour finir sur les focales, il faut savoir que vous avez différents types de focales et que vous avez des objectifs qui permettent de faire des zooms. Le zoom, en fait, c'est juste une variation de focale qui est permise par l'objectif. Par exemple, un 70-200 ou un 18-55. C'est ce qu'on trouve assez couramment. Pour débuter et pour rapidement progresser, vous le verrez par rapport à la composition, au cadrage et à la règle des tiers, je vous conseille d'acheter des objectifs avec une focale fixe. Comme ça, vous êtes conditionné par votre matériel. Le mieux, je vous conseille de prendre un 35 ou un 50. Et comme ça, vous composez toujours avec la même distance focale. Et ensuite, on a la règle des tiers. Qu'est-ce que la règle des tiers? Imaginez que vous avez un cadre, format paysage, on va la découper en tiers verticaux et en tiers horizontaux. Ce qui nous donne ces 9 cases dans votre photo. Et l'idée, ça va être de s'en servir pour placer votre sujet et les perspectives de votre environnement pour amener un sens de lecture à votre photo. Vous allez composer. Le principe, c'est que quand on regarde votre photo, on puisse rapidement l'analyser et aller voir où se trouve le sujet, où se trouve le décor et essayer de comprendre ce qui est intéressant dans la photo. Par exemple, vous avez une voiture garée, vous allez la remettre dans un des tiers et puis un bâtiment un petit peu sympa, vous allez le mettre ici et vous allez pouvoir lire votre photo dans ce sens-là. C'est plutôt intéressant pour pouvoir amener quelque chose d'un petit peu plus artistique à votre photo. Et votre règle des tiers, je vous invite fortement à ce qu'elle s'affiche sur votre écran, sur votre moniteur, que ça soit dans la visée ou si vous servez de l'écran, comme vous voulez. Ça, c'est pareil, on peut en parler parce que chacun a un petit peu sa méthode. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment utiliser l'écran pour cadrer, d'autres qui préfèrent utiliser la visée. Moi, je suis plutôt team visée parce que je trouve qu'on isole bien l'environnement sur des photos fixes. Et quand j'essaie de faire des photos en dynamique, je me sers souvent de l'écran pour pouvoir balayer et voir ce qui arrive aux alentours de ma photo. Et qu'est-ce qui se passerait si, comme de par hasard, on arrivait à Paris, à l'espace Beaugrenelle, qui est un endroit qui me plaît assez parce qu'il y a des pluies de lumière, donc on va pouvoir jouer avec les hauteurs. Ça fait des jeux d'ombre et de lumière, on va pouvoir jouer avec la lumière et essayer de cadrer un petit peu l'endroit. Par exemple, ici, on a ce vieux bowling derrière. Et les néons, je trouve ça assez marrant, c'est assez ciné dans l'idée. Je vais en acheter de la petite caméra qui donne du style. Mais le premier truc que je vais faire, c'est un 3/4 face. C'est assez 3/4 face. C'est assez basique, mais je vais essayer de choper une photo de la voiture. Je pense qu'il fonctionnera bien. On voit que tout le haut, il est très cramé. Je vais descendre un peu en expo, fermer un peu. Il y a un petit peu de passage, c'est vrai que c'est pas hyper évident, mais je pense qu'aussi des fois pour réussir des photos, il faut un petit peu se mettre là, pas de warning, un peu à la zob, mais au moins ça permet de prendre le risque d'avoir une photo que personne ne fait. Je sais pas si vous voyez le truc. On va faire quelques vues de détail de la voiture. On a le logo M5 ici qui est chouette. Monter un peu en ISO, je vois que ma vitesse est faible. Vraiment, le lieu ici est cool et c'est ce qu'il faut essayer de faire et c'est ça qui est assez marrant quand on fait de la photo, c'est d'essayer de chiner des lieux, d'essayer de faire une photo plein profil
Et après, je pense qu'on va essayer d'aller jouer avec la lumière en haut. Je vais faire la faute juste de l'arrière et je vais cadrer le bowling. Typiquement, derrière ces poubelles à troll, je vois que je peux prendre un peu de hauteur là. Je vais essayer de voir ce que j'arrive à faire. Mais des fois, c'est vrai que le background des photos est pas terrible. Mais là, on voit que je prends de la hauteur. Bon, les poubelles sont vraiment moches. Et je vais pouvoir jouer un truc un peu dans ce style, quoi. Et ce qui est intéressant ici, c'est pour ça qu'on est venu, c'est que bon, il y a le bowling, c'est marrant, on peut faire 2-3 photos, mais il y a les puits de lumière avec les gros bâtiments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer dans la petite rue juste à côté, et je crois qu'on peut accéder par des escaliers et essayer de prendre la voiture en hauteur. Nico, j'aurais besoin de toi pour ça, t'es chaud? Chaud. Donc là, on a Nicolas qui est en bas. On est sur le puits de lumière, mais bon, un bon classique, on la centre. Et après, il y a un petit peu de végétation. Alors, je vais faire attention de ne pas tomber. Je sais pas si je donne des bons conseils, mais on peut s'amuser à cadrer avec la végétation et là on comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Quel est ce merdier? Bon, pour ça faut être deux parce que du coup Nico il bouge la caisse. Mais ouais, c'est bien charmé. Putain, c'est welcome to the jungle. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'un peu de farfouiller et de trouver des endroits. Recule, encore, tout droit. Encore, bouge plus. Bouge plus. Je pense que vous voyez ma cam. Là, la voiture, elle est noyée dans la végétation. C'est assez cool. Avec la lumière, la trace de lumière ici, là, c'est super cool. Entre deux shoots, entre deux mises en pratique et un peu de théorie à l'atelier, il fallait qu'on reprenne un peu le volant pour souffler. Je suis à bord de la dernière M5, G90. Je sais qu'elle a ses détracteurs. Je sais que ce que je vais dire va peut-être en choquer plus d'un. Mais je vous jure que c'est une machine incroyable. Je m'explique. Beaucoup critiquent son poids. C'est vrai que ça fait 2,5 tonnes. Il y a une hybridation légère, un moteur électrique dans la boîte de vitesse. Il y a un V8 4,4 litres sous le capot. Quand d'autres marques sont passées aux 4 cylindres, je trouve ça assez incroyable. Et on arrive à rouler à des vitesses assez abusées sans forcer. Dans un confort, avec beaucoup de technologie. Il faut juste, je pense, savoir vivre avec son temps. Hein. On téléphone plus avec des Nokia 3310. C'était chouette. Et maintenant, on a des iPhones qui font presque le café. Bon, bah, les voitures, c'est un peu pareil. Ça veut pas dire que c'est pas de chouette machine pour voyager. Preuve en est, avec Machinistic, on avait fait un voyage en M3 Touring. J'avais trouvé ça complètement dingue pour être 4 personnes dans une voiture de sport et en même temps mettre du rythme, ne pas avoir le souci d'être en panne, etc. Alors bien sûr, tout ça, ça se fait au détriment des sensations que peuvent offrir des voitures plus anciennes. Et tout à l'heure, quand on a essayé la M5, on a vu que le S38 m'a presque fait lâcher une larme. Alors que là, ça ne sera pas le cas. Là, on est juste étonné. On se dit, waouh, c'est quoi ce truc? Et je trouve ça chouette. C'est une autre approche de l'automobile, différente. Je pense qu'il ne faut pas comparer. C'est juste différent. Ça donne envie d'en avoir une, juste pour la rouler en daily, en étant un peu fortuné. Et puis d'avoir une vieille BM à côté, pour aussi la rouler en daily, en fait. Ce que j'aime bien avec, c'est que, vous avez vu, on a fait des plans à Paris, on pouvait se déplacer en électrique. On n'embête pas les gens qui sont autophobes. Elle fait pas de bruit, il n'y a pas de V8 qui grogne. Mais si d'un seul coup, on a envie de s'agacer, double-clic sur les boutons qu'il y a au volant, M1, M2, on peut faire ses propres modes de conduite. M2, j'ai fait un 4 roues motrices là, qui est assez permissif. Et M1, je déconnecte tout. Et voilà, je viens de passer en M1. Et je vais devoir être beaucoup plus concentré. Donc là, je suis DSC off, propulsion. C'est moi, 727 chevaux et 1000 Nm de couple. Là où la M3 Touring, je l'avais trouvé beaucoup plus ridée. Je sentais qu'elle ne me permettait pas des choses. Là, celle-ci, elle les permet, mais d'une manière très violente. Et c'en est presque effrayant. Dans le sens où tout arrive d'un coup, ça glisse. Et je pense que si on n'a pas les bases de la propulsion, après avec des véhicules comme la E34, on casse très fort la voiture. Parce que la voiture est diabolique. Elle est diabolique. Mais ça marche, ça freine. Qu'est-ce que ça marche? C'est juste dingue. Un V8 4 litres 4 biturbo avec un moteur électrique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pour essayer de varier un petit peu vos photos, on va s'attarder sur 3 techniques que j'aime bien.
J'ai toujours du mal à choper les feuilles, je sais pas si ça vous le fait aussi, ou ouvrir les sacs plastiques au supermarché. Mais ça me rend chèvre. Les 3 techniques. La première, ça va être de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, ça peut être juste quand vous partez en trip, mettre un petit escabeau, un marchepied pliant dans le coffre de la voiture. Ça va vous permettre d'aller prendre des angles de vue que vous voyez pas naturellement. Et donc forcément, la photo, elle aura déjà un petit peu plus d'intérêt. Mais à l'inverse, on peut aussi être en contre-plongée. Tu peux aussi faire des contre-plongées. Et si tu l'allies même à l'ouverture, à une grande ouverture, à un 8, tu peux avoir un sol qui va être très flou. Et du coup, ta voiture, ton sujet, qui va être bien net et qui va bien se décrocher du sol. Il peut vous arriver aussi que vous ayez besoin de prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, il vous faut un meilleur ami grand, Damien. J'ai introduit Damien sur la chaîne. T'es chaud? Allez. L'escabeau vivant. Attention, c'est Jacasse. Ouais, avec l'appareil et tout. Putain, déjà monté sur toi, c'est... Tu m'as? Yes! Les cercles peints d'air. Et tout de suite, quand on prend de la hauteur, bon, je dis pas que ce sera la photo définitive, mais on arrive tout de suite à avoir des rendus aussi un petit peu originaux. Et si vous n'avez pas de Damien, c'est moins classe, mais vous pouvez mettre un petit escabeau pliant dans le coffre de la voiture. Le deuxième, et pas des moindres, et je pense que c'est même la vraie base de tous les réglages et de toutes les techniques que vous pouvez faire, c'est de jouer un maximum avec la lumière. L'idée, ça va d'essayer d'avoir des flares, de pouvoir venir faire taper la lumière dans un des angles. Et cet effet un peu aléatoire qu'on recherche, c'est assez rigolo à faire. Si comme nous, vous êtes à la campagne, parfois, votre seul atout, c'est la lumière. Et pour ça, il faut savoir se lever tôt. Mais au moins, on arrive pile au moment où il y a le lever du soleil. Il caille ce matin. Est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre le soleil au milieu des 2 voitures, vous voyez? Un peu comme la naissance de la M5. Et au final, tu as juste à attendre que le soleil se lève et ça te fait des photos assez cool. Un peu à l'instar d'un coucher de soleil, ça fonctionne plutôt bien. Et le pire ennemi, franchement, je pense que c'est le trépied. C'est pratique pour vous montrer comment on fait, mais le mieux, c'est quand même d'être très mobile et de pas hésiter à essayer plein d'angles de vue différents. Et ce qu'il suffit de faire après, c'est de varier les cadrages. Et avec le soleil, ce qui est génial, c'est que c'est quand même une forme ronde géométrique. Et vous pouvez vite avoir des rendus un petit peu, je sais pas, hindous avec le soleil au-dessus du Taj Mahal. Vous voyez, bon bah là, le Taj Mahal, ça va être notre M5. Typiquement, celle-ci, je vois que si je me mets un peu comme ça, je pense que je peux l'avoir pleine poire avec le soleil qui pointe juste au-dessus. Et après, il faut gérer le contre-jour. Et ça aussi, c'est assez marrant de se perfectionner là-dessus, de ne pas cramer ta photo, de ne pas être trop sombre ou trop avec une grosse source de lumière. Je pense qu'on parle de la plus grosse source de lumière possible. Et il faut que je vous parle de ma passion première, c'est les flares. Les flares, c'est quoi? C'est quand tu arrives à avoir la lumière qui traverse ta photo et du coup, ça te fait des rondes couleur orange, vert. Enfin, tu réussis vraiment à avoir plein d'effets. C'est un peu aléatoire. Et en fonction de comment tu places ta source de lumière, tu vas réussir à les orienter à droite, à gauche, etc. Moi, c'est ma grosse passion, les flares. Je suis team flare à fond. C'est plein de poussière ici, là. Parce que quand on a une propulsion à bac à gravier et une lumière un peu rasante, pour finir le shoot, c'est toujours cool de lever un peu de poussière et ça salit la voiture. Et il y a les teams voiture propre, voiture sale pour prendre des photos. Moi, j'aime bien quand c'est un peu sale et que ça... Là, tu vois, elle est juste un peu poussiéreuse. Je trouve ça assez cool. Ça va rendre quelques photos cool qu'on vous met là maintenant. Et la dernière, celle que vous attendez toutes, le filet, ou panning en anglais. Le filet, ça va être l'art de prendre la voiture en mouvement et d'avoir ce flou caractéristique en arrière-plan. Alors là, je pense que le mieux, ça va être une bonne mise en situation. Et c'est une technique qui en automobile est assez utilisée pour avoir l'impression de mouvement de la voiture. L'idée vraiment, c'est d'avoir la voiture nette sur la photo et tout le paysage derrière qui est vraiment flou, les roues qui tournent, etc. Tout ce qui n'est pas dans le référentiel de vitesse de l'appareil au moment de la vitesse doit avoir un effet de mouvement. Pour ça, le seul réglage qui va nous intéresser, c'est la vitesse. Vous avez 2 solutions. Soit vous mettez votre appareil en priorité vitesse, comme on l'a vu à l'atelier, soit vous le mettez en manuel. Moi, je préfère le mettre en manuel pour les filets, puisque ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de tous mes réglages et d'être assez attentif dessus. La vitesse, commencez à 1/60e. Quand vous êtes à 1/60e, c'est plutôt facile de suivre le sujet et d'avoir un résultat. Vous n'allez pas avoir la sensation de vitesse vraiment optimale. Pour ça, vous pouvez descendre au fur et à mesure, et surtout en fonction de la vitesse de passage du véhicule. Et si on a bien suivi depuis le début, pour avoir la bonne exposition, il ne vous reste que 2 réglages, la fermeture et l'ouverture de l'objectif et les ISO. Les ISO, mettez-vous aux conditions un petit peu près, là il y a du soleil, 200 ISO, 100 ISO, à voir.
et après vous fermez. Si vous êtes en butée, en fermeture, vous descendez en ISO, vous pouvez ouvrir. C'est peut-être l'inverse. On verra ça au montage. Et le dernier point, le plus important, ça va être de suivre le mouvement de la voiture. Pour ça, vous avez la règle des tiers. Vous pouvez vous en aider. Vous mettez bien vos tiers sur l'appareil photo et vous suivez la voiture avant qu'elle arrive. Vous bloquez, je sais pas, la calandre, la roue avant, quelque part à un croisement des traits. Une fois que vous voyez que vous arrivez bien à suivre le mouvement à cet endroit-là, vous déclenchez en mode rafale. Comme ça, vous prenez plein de photos et il y en aura forcément une qui est nette. Surtout un 60e, vous risquez pas trop de vous planter. Et le dernier atout dans votre manche, et c'est aussi pour ça qu'on aime sortir de la photo, c'est que ça permet de se réunir avec des potes. Donc là, il y a Damien qui est dans la G90. Damien, tu m'entends? Absolument. Magnifique. Tu as une consigne que tu connais quand on fait défiler, est-ce que tu peux nous la donner? Ah, je suis rompu à l'exercice. Oui. Il va falloir que j'ai une vitesse stable. C'est ça aidera beaucoup. Je pense que 50 km/h ici, c'est bien pour commencer, on augmentera si besoin. Bien reçu. Ça marche, et ben on se met en position et puis tu peux y aller. Hein. Let's go. On va se mettre un petit peu en hauteur, tant qu'à faire, autant essayer d'avoir des points de vue un petit peu sympas et surtout il nous faut du recul parce qu'on est assez proche de la route. Oh, j'adore crapahuter dans la forêt. J'aime me beurrer la biscotte. Hop, je suis réglé, j'ai mis un 50e, je suis gourmand. Je la verrouille, c'est verrouillé et ça y va. Ça fonctionne super bien. La forêt s'y prête bien parce qu'on a vraiment aussi la lumière qui panne dans les arbres. Donc ça fait des traits assez symétriques sur la photo avec le filet. C'est assez cool. Et un petit truc en plus aussi, acheter des cartes SD si vous shootez au numérique avec une vitesse d'écriture assez rapide. Pour la simple et bonne raison que sinon vous allez faire 4 photos en filet, ça va bugger, il faut le temps que ça charge. 4 photos. Là il y a une très bonne carte SD, je crois que c'est du 300 mégabits seconde pour les nerds. Et ça fonctionne de ouf en fait. Et après, quand vous êtes comme ça entre potes, vous pouvez multiplier les passages et attendre et réessayer et c'est marrant. Si vous êtes sur un circuit, bah, c'est le temps d'une course, c'est plus compliqué. Mais là on est dans des conditions idéales. Tu peux revenir quand tu veux. Je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. J'ai bien apprécié partager tout ça avec vous. J'espère que ça a été pour vous et que ça vous donne envie de sortir, prendre un appareil photo, votre téléphone, peu importe le moyen que vous ayez de capturer un moment, faites-le et allez traîner. Ça permet de découvrir des nouvelles zones autour de chez soi, etc. C'est vraiment cool. La photo, c'est surtout un moment d'échange et c'est ça qui vient en complémentarité avec l'automobile. Pour résumer, on a vu les réglages de base, le triangle d'exposition de la mort avec les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture. L'ouverture fait varier aussi la profondeur de champ et la vitesse va permettre de pouvoir créer des flous de mouvement comme on l'utilise dans les filets. Et surtout, on a vu qu'il fallait laisser libre cours à son imagination, essayer d'avoir des idées, essayer de vraiment regarder autour du cadre qu'on a défini pour notre photo et voir si on peut pas aller chercher ce petit truc en plus qui fera que la photo, elle aura un effet soit waouh, soit ça deviendra un de vos classiques dans la photothèque ou un post Instagram qui fonctionnera bien. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. J'ai passé un super moment, c'était une chouette première vidéo. Merci beaucoup à Nicolas de m'avoir aidé à cadrer. Tu gères. Merci à Fabrice pour le prêt de la M5E34. Je sais pas non plus comment te remercier, mais je pense que ça se fera sur un réglage des culbuteurs. Et merci à BMW France pour le prêt de la M5 G90. Elle est incroyable. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, amusez-vous bien, faites du tuning. Ciao!